Bienvenue à tous. Poussée inflationniste et tensions sur les marchés, quel impact sur l'économie? Les conséquences ne se font pas attendre. Les consommateurs se plaignent de plus en plus de la flambée des prix des denrées de tout genre et notamment celles de première nécessité, malgré les mesures prises par les gouvernements pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages. Le phénomène semble s'aggraver jour après jour. Nous en parlons sur ce plateau avec Monsieur Jean Bidobé-Larrey. Vous êtes grand défenseur de la démocratie économique, secrétaire général de l'Association pour une économie à visage humain. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Monsieur Gaëtan. C'est toujours un grand honneur pour nous d'être invité à ce beau plateau. Oui. Monsieur Larrey, une question toute pédagogique. Qu'est-ce que c'est l'inflation des prix dont nous parlons? Oui, merci pour la question. L'inflation, selon le dictionnaire économique, est une montée exagérée et persistante du niveau de prix, donc de façon générale. Ceci dû à un accroissement ou un grossissement anormal et excessif de moyens de paiement, c'est-à-dire l'argent. Et cette définition, quand on le voit de près, on voit qu'elle n'est pas conforme à la réalité. C'est-à-dire que la définition voudrait qu'on comprenne qu'il y a plus d'argent et que c'est cet excès d'argent qui est à l'origine de la montée des prix. Ce qui n'est pas vrai parce que nous sommes en déflation, qui voudrait dire donc le contraire de l'inflation, qui voudrait dire qu'il y a plus de produits à payer, mais peu d'argent, parce que vous et moi, nous avons peu d'argent dans nos porte-monnaies. Donc cette définition qu'utilisent nos économistes n'est pas conforme à la réalité. Parce que la réalité, c'est que sur le marché, il y a les produits. Mais c'est dans les poches, dans les porte-monnaies qu'il manque d'argent. Et donc, le peu d'argent que nous avons, nous n'arrivons pas à acheter parce que les prix flambent. Alors, ça voudrait dire que ça met en relief un autre élément, c'est le pouvoir d'achat. Évidemment. Ça met en relief exactement le pouvoir d'achat parce que quand les prix montent, on se retrouve avec un pouvoir d'achat qui s'affaiblit jour après jour. Et donc, c'est quoi le pouvoir d'achat? Le pouvoir d'achat, c'est la capacité que le consommateur a de pouvoir acheter. Donc, acheter ce qui est vendu, ce qui est offert. Mais pour acheter, il a forcément besoin d'un moyen de paiement qui ne sont autres que l'argent. Eh bien, quand le consommateur n'a pas suffisamment d'argent, son pouvoir d'achat prend le coup. Et malheureusement, nous sommes dans ce cas précis parce que nous n'avons pas assez d'argent comparé au prix auquel nous faisons face. Donc voilà, donc quand il y a l'inflation, le pouvoir d'achat baisse. Et c'est le cas. Alors justement, quelles sont les causes de cette chute vertigineuse, on peut le dire comme ça, du pouvoir d'achat des consommateurs dans le contexte actuel? Oui, dans le contexte actuel, il faut identifier plusieurs causes, mais on peut les regrouper en deux types. Donc, la première, c'est les causes structurelles. C'est-à-dire l'inflation n'est pas un phénomène, une catastrophe naturelle. Il est un fruit naturel d'un système économique, mieux d'un système financier. Et c'est le présent système monétaire financier qui, dans son fonctionnement, fabrique l'inflation. Et donc l'inflation est un phénomène constant qui va toujours s'accroître avec le temps. Donc, et là, vous parlez de causes structurelles liées au fonctionnement du système monétaire et financier qui gouverne actuellement le monde. En quoi ce système financier crée l'inflation, Monsieur Larrey? Oui, si on jette un peu un regard sur le fonctionnement du système financier, on se rend compte tout de suite qu'il est à l'origine de l'inflation. Parce que quand les États doivent aller faire des prêts d'argent à intérêt, venir injecter dans l'économie et entre-temps revenir pomper cet argent par les taxes, eh bien, ça crée la cherté des prix parce que le vendeur détaillant, comme le grossiste, qui doit payer des taxes à des sommes exorbitantes, attendez-vous à ce qu'il augmente le prix de ce qu'il vend. Et c'est le consommateur final qui paie le lourd tribut. Donc, s'il n'y avait pas de taxes que les gouvernements sont obligés de prendre, on achèterait les choses très moins chères, mais ça coûte des taxes payées sur vraiment une chaîne. Hein. C'est un réseau de taxes que nous payons. Alors, pouvait-il en être autrement?
Pour en être autrement, il faut véritablement sortir d'un système qui est une spirale, un cercle vicieux. Parce que quand vous faites un prêt auprès d'une institution internationale comme le FMI, la Banque mondiale, en tant qu'État, vous devez revenir après payer le capital qui vous a été prêté et l'intérêt qu'on vous réclame et qui ne vous a pas été donné. Et donc cet intérêt, on vous dit que ça se trouve dans la population. Or, la population ne fabrique pas de l'argent. Donc on vous demande de pomper. En pompant donc de l'argent par les tasses, vous créez donc de la pauvreté parce que vous diminuez leur pouvoir d'achat. Ils sont maintenant incapables d'acheter. Et donc, voilà le cercle infernal. Donc, rester dans ce système, il n'y a pas la solution. C'est pourquoi les gouvernements tout essaient. Ils ont fait tout. Mais ça ne donne toujours pas les résultats escomptés. Ce n'est pas un phénomène peut-être africain, c'est un phénomène mondial parce que nous sommes gouvernés par un système monétaire international qui n'épargne qu'un pays où les gouvernements sont utilisés comme des instruments peut-être pour flageller leurs citoyens par les taxes, les impôts de gauche à droite. Et donc, maintenant, les citoyens, dans ces conditions, vivent dans la misère. Parce que quand on n'a pas un pouvoir d'achat suffisant, eh bien, on côtoie la misère tout le temps. Voilà la réalité. Donc, la solution de sortir du système financier mondial. Sinon, ça serait une façon de tenter de penser les plaies d'un lépreux. Et vous n'êtes pas en train de lui donner la guérison. Donc, il faut aller à la source du mal, corriger le mal, et puis c'est fini, une fois. Sinon, l'inflation, ce qu'on voit aujourd'hui en 2022, attendez-vous, dans 2 ans, ça serait pire que ça. Alors, vous décrivez, vous présentez là des causes structurelles pour expliquer la situation dans laquelle nous sommes. Est-ce qu'il y a des causes conjoncturelles qui pourraient aussi expliquer le contexte précis? Oui, il y a les causes conjoncturelles. Quand on prend l'histoire économique, il y en a eu des causes conjoncturelles, c'est-à-dire des événements qui n'étaient pas prévus, mais qui sont des accidents de l'histoire et donc qui impactent la vie économique des citoyens. Donc, quand nous prenons actuellement notre monde, eh bien, nous subissons les effets de la guerre russo-ukrainienne parce que c'est des grands pays producteurs donc, de céréales et même des produits pétroliers. Eh bien, le monde subit les effets néfastes donc, de cette guerre-là, dû au fait que les chaînes d'approvisionnement ne sont plus fournies. Et eh bien, ça crée, donc, pour dire aussi que quand il y a moins, un produit est rare, automatiquement, son prix devient de plus en plus élevé. Donc, vu que les céréales, par exemple, ne nous viennent plus en grande quantité des pays comme la Russie et l'Ukraine, évidemment, on doit faire face à des grands prix concernant donc les produits spécifiques donc, venant de ces pays. Donc, voilà, à part peut-être ces événements politiques, il y a aussi des événements naturels. Donc, par exemple, quand c'est une catastrophe naturelle, il y a des inondations et qu'il n'y a pas eu la production, la récolte. Donc, on doit s'attendre à ce que les prix soient élevés. Parce que le peu qui a été récolté, eh bien, doit être vendu à prix d'or. Mais ces événements ne sont que des événements, des épisodes. Ça ne doit pas expliquer véritablement ce que nous vivons toujours. Parce que l'inflation des prix, c'est une affaire de tous les jours, de tous les temps, de toutes les époques. Il faut souligner que le monde est en train de sortir difficilement de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Est-ce qu'on pourrait expliquer la poussée inflationniste par ce contexte sanitaire aussi? Oui, la crise sanitaire, vous l'avez relevé, il faut aussi l'inscrire parmi les causes conjoncturelles. Mais à mon avis, la crise sanitaire n'a pas trop impacté sur le plan des prix, hein, leur augmentation, parce que est-ce qu'on a manqué de produits parce qu'il y a une crise? Comment on appelle, le confinement a duré combien de temps dans tous les pays? C'est vrai, il y a eu des restrictions, mais est-ce que ça a impacté véritablement la chaîne de production? Je ne le crois pas à mon niveau, parce que les gens ont toujours travaillé. On a changé peut-être le mode de travail, mais on a toujours travaillé, on a toujours produit. Donc la crise sanitaire n'a pas trop impacté disons, le monde économique. Mais les gens, ceux qui contrôlent le monde, ont voulu se servir de cette crise pour créer la crise économique. Et ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. On en a été impacté, mais normalement, on ne devait pas être impacté, vu qu'on a trouvé un moyen de travailler dans le contexte de Covid. On ne devait pas quand même en souffrir. Mais ce que contrôle le monde, les financiers dont je vais parler, les banquiers internationaux, pas nos frères qui sont des employés du système. Vous voyez? Donc voilà, c'est un peu ça. Voilà un peu ce que je peux dire.
Alors, nous sommes aujourd'hui, vous l'avez souligné, une des causes conjoncturelles, la guerre russo-ukrainienne. Nous sommes au niveau des pays africains des victimes collatérales. Pour certains analystes, cela est dû au fait que nous n'arrivons pas à transformer sur place nos produits ou nous n'arrivons pas à produire ce que nous consommons. Quelle est votre analyse de la situation? Oui, c'est une réalité. L'Afrique est dépendante sur le plan alimentaire, sur le plan énergétique, bref, sur tous les plans, l'Afrique est indépendante, ce qui est inacceptable. Après plus de 60 ans d'indépendance, on continue à être dépendant, c'est inacceptable. Donc, le fait que notre économie ne transforme pas les matières premières, qu'elles soient agricoles, minières et consorts, en produits finis pour satisfaire le besoin du marché national, c'est un problème. Et cela peut expliquer en partie, mais de façon mineure, donc l'inflation d'un certain nombre de produits. Parce que même quand vous prenez un produit qui est importé, vous allez voir que à côté d'un produit de même nature fait localement, vous allez voir le plus souvent que le produit fait localement coûte plus cher que ce qui vient de l'étranger, qui a parcouru des milliers de kilomètres et peut-être même bien emballé. Donc comment on peut expliquer ça? Parce que donc, on ne produit pas en échelle. Notre production est limitée, on ne transforme pas en grande échelle, donc c'est limité. Donc le coût de la production est plus élevé. Vous voyez? Donc il est important, nécessaire que l'Afrique vraiment sorte de cette dépendance en produisant et ça va corriger un certain nombre de choses. Vous voyez, tous les pays du monde utilisent le blé. Mais vous allez comprendre que pratiquement tous les pays du monde dépendent donc de la Russie et de l'Ukraine. Ce n'est pas seulement les pays africains. Pas seulement les pays africains, on dépend non seulement du blé, mais aussi en blé, mais aussi en produits pétroliers, donc de cette zone-là. Vous voyez l'Afrique qui regorge donc des ressources énergétiques. L'Afrique a des grands pays producteurs de pétrole, mais ces pétroles ne sont pas raffinés ici. Et on est obligé encore de les transporter, amener en Occident, les raffiner, nous ramener. Ce qui a vraiment un coût énorme sur l'environnement et sur tout un certain nombre de plans. Et cela n'arrange pas non seulement les Africains, mais aussi le monde entier. Donc il faut qu'on puisse vraiment trouver une solution à tout ça là pour avoir des souverainetés alimentaires, pharmaceutiques, monétaires. Bref, il nous faut la souveraineté en tout. L'indépendance. Monsieur Larrey, Oui. quelle leçon faut-il en tirer dans ce contexte de promotion de la zone de libre-échange commercial continental? Oui, c'est un avis personnel qui peut être partagé par certains ou non. Mais moi, je trouve que cette zone, ça peut arranger certains, mais peut-être déranger le plus grand nombre. Parce qu'on n'a pas les mêmes capacités de transformation. Et dans un contexte où l'Afrique est ouverte, où le marché de l'Afrique même est laissé à lui-même, et que c'est les autres qui viennent étaler leur production, bien, qu'est-ce que cela peut véritablement nous apporter quand nous-mêmes ne produisons pas? Il faut, selon vous, une politique protectionniste sur le continent? Oui, peut-être c'est le mot, peut-être parce qu'on trouve que le mot protectionnisme est trop péjoratif, mais à des moments, il le faut pour protéger la production nationale, encourager la production nationale, de sorte que nous puissions aller à une consommation locale. Parce que si à côté d'un produit fait localement, on vous amène un autre subventionné qui coûte moins cher, la pauvreté fait qu'automatiquement vous êtes amené à aller vers le produit de même nature qui coûte moins cher. Et donc vous décroyez votre frère à côté qui est à côté donc de produire. Donc il faut protéger en ayant dans des barrières douanières pour empêcher les produits qui peuvent concurrencer donc la production nationale. Mais voilà, dans un contexte où les États ont besoin donc de l'argent venant donc de la douane, ils ouvrent aussi. Donc pour revenir à la question monétaire, tant qu'on n'a pas réglé la question monétaire, que les États doivent vivre des taxes douanières et consorts, le marché serait lassé et que c'est les citoyens lambda qui en pâtissent, qui paient le Alors, lourd une tribut. question précise, nous sommes face à une poussée inflationniste qui est à son niveau maximal. Dans certaines régions, le pouvoir d'achat s'est fragilisé. Qu'est-ce qui peut être fait en urgence? Oui, ce qui fait être fait en urgence, c'est que les gouvernements, dans l'élaboration des budgets, optent pour l'endettement. Parce qu'actuellement, pour trouver de l'argent, soit vous passez par les taxes
Et à un moment, quand vous ne pouvez plus taxer, vous êtes obligé de courir vers les banques internationales pour emprunter. Donc quand vous empruntez de l'argent, vous soulagez un peu l'économie nationale parce que la pression fiscale diminue. Maintenant, quand vous ne voulez pas faire de gros prêts ou vous ne voulez pas opter pour les prêts, vous tuez progressivement l'économie nationale en pompant de l'argent. Donc l'argent devient rare, donc l'économie nationale est quelque peu asphyxiée. Donc, si véritablement les gouvernants ont le souci, ont le courage, parce qu'il faut c'est une affaire de courage aussi, il faut qu'ils optent pour l'endettement. S'endetter parce que les grands pays sont endettés, surendettés, nous ne sommes pas encore endettés. Mais dans un contexte où le moyen là interdit qu'un pays comme le Togo dépasse 70% du taux de son PIB quand il veut s'endetter, il y a problème. Donc le moyen n'est pas là pour notre épanouissement. Pourquoi la France est à plus de 100% de son PIB quand il veut s'endetter que nous, on nous interdit d'aller au-delà de 70%. On a besoin de l'argent. Et donc, quand vous n'empruntez pas, vous tuez l'économie en pompant de l'argent par les taxes. Donc le pouvoir d'achat prend le coup. Donc l'inflation automatiquement. Donc ce qu'il faut faire en urgence, ce n'est pas le plafonnement. Le plafonnement, ça crée des injustices. Le plafonnement des prix, ça crée des injustices. Mais pour dire, bientôt, on est au 6e mois, on a encore 6 mois pour terminer l'exercice de 2022. Il faut qu'ils pensent à opter pour l'endettement. Emprunter assez d'argent et laisser un peu la pression fiscale, ça aiderait beaucoup les citoyens parce que les prix vont diminuer un petit peu, du moins. Mais les solutions d'urgence ne règlent pas toujours le problème à la source parce que chaque gouvernement a tendance à aller aux solutions d'urgence. Alors que le problème... Il faut des solutions durables. Durables, donc structurelles. Parce que nous faisons face aux problèmes structurels, il faut des solutions structurelles. Maintenant, quand nous passons le temps toujours à chercher des solutions d'urgence, on oublie le structurel finalement. On remet le mal à lendemain, mais le mal s'agrandit, s'aggrave, voilà. Ce sont les propositions de Jean Bidobé-Larré, grand défenseur de la démocratie économique, secrétaire général de l'Association pour une économie à visage humain. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.